Dans des hangars abandonnés à travers toute l'Europe, les forces alliées ont découvert des aéronefs qui défiaient la technologie de 1945, des jets capables de voler à des vitesses impossibles, des chasseurs-fusées atteignant des altitudes stratosphériques en quelques minutes, des avions de guerre construits avec des matériaux absorbant les ondes radar, 70 ans avant les bombardiers furtifs modernes. Qu'est-il arrivé à ces machines après la guerre? La réponse allait remodeler l'aviation à tout jamais. Dans les rapports de renseignement technique des Alliés, ces découvertes furent cataloguées avec un mélange de fascination et de peur. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certains de ces jets sont dans des musées aujourd'hui et pourquoi d'autres n'ont jamais été retrouvés. Commençons par le seul jet allemand qui a réellement fonctionné à l'échelle de la production. Le 18 juillet 1942. Le Messerschmitt 262 effectua son premier vol, piloté par le légendaire pilote d'essai Fritz Wendel. Lorsque Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, vit le Me-262 pour la première fois en plein vol, il prononça des mots qui révèlent l'ampleur de ce dont il était témoin. « Quand j'ai vu le Me-262, j'ai eu l'impression que des anges le poussaient. » Ce n'était pas seulement l'enthousiasme d'un politicien. Le Me-262 était une machine véritablement révolutionnaire. 2 turboréacteurs Junker Jumo 004 généraient assez de puissance pour atteindre 870 km/h. Pour remettre dans le contexte, les chasseurs alliés les plus rapides de l'époque dépassaient à peine les 700 km/h. La différence n'était pas marginale, c'était un saut technologique générationnel. Fritz Wendel a décrit ce premier vol comme l'entrée dans une nouvelle ère. Le jet ne vibrait pas comme les moteurs à piston. Il n'y avait pas le vrombissement caractéristique des hélices. C'était fluide, silencieux jusqu'à un certain point et incroyablement rapide. Lorsque Wendel tira sur le manche, l'appareil répondit avec une agilité qu'aucun chasseur conventionnel ne pouvait égaler. Mais voici le détail que la plupart des gens ignorent. Malgré toute cette technologie avancée, le Me-262 n'est devenu opérationnel qu'en juillet 1944, presque 2 ans après son premier vol. Pourquoi? La réponse implique une pénurie de carburant, un manque de pilotes entraînés et des décisions stratégiques douteuses d'Hitler qui insista pour convertir le chasseur en bombardier alors qu'il aurait dû être un intercepteur. À la fin de la guerre, l'Allemagne avait construit 1430 unités du Me-262, mais seulement 200 à 300 étaient réellement prêtes au combat. Les autres restèrent cloués au sol dans des hangars, sans carburant ni pilote qualifié pour les faire voler. Malgré tout, le Me-262 entra dans l'histoire en septembre 1944, lorsqu'il devint le premier jet à abattre des bombardiers alliés au combat. L'ère des chasseurs à réaction avait officiellement commencé. Maintenant, si le Me-262 était impressionnant, le prochain jet allemand était absolument dément. Techniquement, ce n'était même pas un jet, c'était une fusée. Et il a tué plus de pilotes allemands que d'alliés. Nous parlons du Messerschmitt 163 Comet, 47 unités opérationnelles en service fin 1944. Le Comet était propulsé par un moteur fusée Walter HWK 109-509, alimenté par un carburant appelé T-Stoff, si instable qu'il pouvait exploser spontanément au moindre contact avec des impuretés. Les pilotes allemands avaient un surnom pour cet appareil, l'œuf motorisé, fragile, mortel, brillant. Mais quand il fonctionnait, le Comet était un chef-d'œuvre d'ingénierie extrême. En octobre 1941, le pilote d'essai Heini Dietmar établit un record de vitesse de 1130 km/h. Rien de ce que les Alliés possédaient ne pouvait même s'en approcher. Le Comet montait à 9000 mètres d'altitude en moins de 3 minutes. Aucun chasseur allié ne pouvait l'intercepter, mais il y avait un problème critique. Le moteur fusée n'avait de carburant que pour 8 minutes de vol. 8 minutes. Cela signifiait que le pilote devait décoller, grimper à l'altitude d'interception, localiser la cible, attaquer, puis planer pour retourner à la base. Sans moteur. Si quelque chose tournait mal, si le carburant s'épuisait trop tôt, ou si le pilote ratait sa trajectoire de descente, l'atterrissage serait catastrophique. Et c'est exactement ce qui s'est produit à maintes reprises. Le T-Stoff était si volatile que des fuites à l'atterrissage causèrent des explosions fatales. Des pilotes sont morts brûlés vifs dans leur cockpit,
D'autres sont morts en essayant de poser un appareil sans moteur sur des terrains criblés de cratères de bombes. Le Comet était une arme aussi dangereuse pour son pilote que pour l'ennemi. Mais cela n'a pas empêché les Allemands de construire des centaines de ces machines. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fonctionnait correctement, le Comet était invincible. Il n'y avait aucune défense contre un appareil qui montait 3 fois plus vite que n'importe quel chasseur allié. C'était le pari désespéré d'une nation aux abois. Et cela révélait jusqu'où l'Allemagne était prête à aller pour renverser le cours de la guerre. Parlons maintenant des aéronefs expérimentaux qui ont vraiment défié les lois de la physique et de l'ingénierie conventionnelle, l'Arado AR-234 et le Horten O-229. Ces deux machines représentent les extrêmes opposés de la philosophie de conception, mais toutes deux partageaient un objectif commun: redéfinir ce que pouvait être un avion de combat. L'Arado AR-234 fut le premier bombardier à réaction opérationnelle au monde. Septembre 1944, mission de reconnaissance au-dessus de l'Angleterre. Design conventionnel, mais avec des moteurs à réaction. Le renseignement allié a qualifié ces appareils d'armes miracles, Wunderwaffen. Et ils avaient raison de s'inquiéter. L'AR-234 était trop rapide pour être intercepté par des chasseurs conventionnels. Il pouvait survoler le territoire ennemi, photographier des cibles stratégiques et retourner à la base avant que la moindre défense ne puisse réagir. Mais le véritable choc est survenu lorsque les Alliés ont découvert le Horten O-229. Cet appareil a volé pour la première fois le 1er mars 1944. Et il ne ressemblait à rien de ce que les ingénieurs aéronautiques avaient vu auparavant. C'était une aile volante, sans fuselage traditionnel, sans dérive verticale, juste une aile en forme de V avec des moteurs à réaction intégrés. Les frères Horten ont construit cette machine dans une grange contournant les voies officielles du ministère de l'aviation allemand. Et voici le détail qui a permis à cet appareil de rester classifié pendant des décennies après la guerre. Le O-229 utilisait des matériaux absorbant les ondes radar dans sa structure. 70 ans avant les bombardiers furtifs modernes. Le mélange de colle à bois et de charbon appliqué au fuselage réduisait considérablement la signature radar de l'avion. Les Horten n'appelleraient pas cela la technologie furtive, mais c'est exactement ce qu'ils avaient de créer. L'avion n'est jamais entré en production de masse. Seuls quelques prototypes ont été construits avant l'effondrement de l'Allemagne. Mais le concept, l'ingénierie radicale derrière lui, allait influencer la conception des avions militaires pour les décennies à venir. Lorsque les Alliés ont capturé les prototypes et les documents de conception, ils ont réalisé qu'ils contemplaient l'avenir de l'aviation militaire. Et c'est exactement à ce moment-là, entre avril et mai 1945, que tout s'est effondré. Les usines allemandes ont été capturées. Les avions ont été éparpillés dans toute l'Allemagne, cachés dans des hangars souterrains, enterrés dans des forêts, dispersés sur des terrains d'aviation abandonnés. Alors que les forces alliées avançaient, les pilotes de la Luftwaffe faisaient face à des ordres impossibles: détruire les jets ou les cacher. Certains ont obéi, d'autres non. Et c'est là que l'histoire se complique. Vous venez de voir de quoi ces avions étaient capables. Vitesse impossible, altitude stratosphérique, technologie furtive avant même que le concept n'existe officiellement. Maintenant, imaginez toutes ces machines disparaissant du jour au lendemain, certaines détruites, d'autres cachées, et certaines, tout simplement, jamais revues. La course au renseignement allié a commencé immédiatement. Opération Lusty, Luftwaffe Secret Technology, un programme de renseignement technique de l'US Air Force, conçu spécifiquement pour capturer les avions allemands et les ingénieurs qui les avaient conçus. Mai à juin 1945. Des équipes d'experts ont passé l'Allemagne en ruine au peigne fin, à la recherche de jets cachés, de documents techniques et de tout ce qui pourrait révéler les secrets de la technologie aéronautique allemande. Le colonel Harold Watson dirigeait l'une des équipes les plus performantes. Watson n'était pas seulement un officier de renseignement, c'était un pilote de chasse expérimenté, un ingénieur aéronautique et un détective de haute technologie. Son équipe a récupéré 16 Mi-262 dans une usine souterraine cachée en Bavière. Ces jets ont été démontés, emballés et expédiés aux États-Unis, où ils ont été étudiés, testés et finalement décortiqués pour en comprendre tous les secrets. Les pilotes alliés qui avaient affronté ces jets au combat avaient maintenant la chance de les piloter. Watson a personnellement piloté un ME-262 capturé. Il a décrit l'expérience comme l'entrée dans une nouvelle ère de l'aviation.
la puissance, la vitesse, la réactivité des commandes. Tout confirmait ce que les renseignements alliés soupçonnaient déjà. L'Allemagne avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, cette technologie appartenait aux vainqueurs. Mais voici ce que les rapports officiels ne mentionnent pas. Pour chaque jet capturé, 2 autres ont disparu. Où sont-ils allés? Ont-ils été détruits, enterrés dans des lieux secrets, passés en contrebande vers des pays neutres qui voulaient accéder à la technologie allemande sans payer le prix politique d'une alliance formelle? La traque des jets d'Hitler est devenue une course internationale au renseignement. Et 3 nations étaient prêtes à tout pour les obtenir: États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, chacune avec ses propres motivations, ses propres méthodes et ses propres secrets. Ce que nous avons découvert allait choquer les historiens militaires pendant des décennies, parce que la course ne consistait pas seulement à trouver des jets, il s'agissait de voler le futur. Vous vous souvenez des jets qui ont soi-disant disparu? 3 nations les traquaient simultanément. Des documents déclassifiés de la CIA et du MI6 révèlent l'ampleur totale de l'opération. C'est l'histoire de 3 courses au renseignement, américaines, soviétiques et britanniques, chacune avec des objectifs différents. Vous êtes sur le point de voir comment une quête d'avions de 1945 a changé l'aviation à jamais. Mai 1945, l'Allemagne s'était rendue 6 jours plus tôt. Le colonel Harold Watson, pilote d'essai de l'US Air Force, a reçu un ordre direct: trouver, évaluer et expédier tous les avions avancés d'Europe. Le délai? 90 jours. Watson a assemblé une équipe de 52 experts, ingénieurs, pilotes d'essai, traducteurs techniques. La mission a reçu un nom de code simple: Opération Lusty. La cible était tout ce qui volait à plus de 800 km/h. L'équipe de Watson ne cherchait pas seulement des avions. Ils traquèrent le savoir. Chaque usine capturée révélait des plans, des calculs aérodynamiques, des données d'essais en vol. Ce que les Allemands avaient développé en secret, les Américains voulaient le maîtriser publiquement. La pression était étouffante. Les Soviétiques démontaient déjà des usines entières à l'Est. Les Britanniques avaient leurs propres équipes, fouillant les hangars abandonnés. Le premier à trouver garderait l'avantage. En juin 1945, l'équipe de Watson a localisé 16 Messerschmitt Me 262 dans une usine souterraine à Oberammergau. Des avions complets, pas seulement des prototypes. Certains n'avaient jamais volé. Les turbines Jumeau 004 étaient encore dans des caisses en bois. Watson a ordonné que tout soit documenté, photographié et emballé pour l'expédition. Mais Watson voulait plus que des épaves et des plans. Il voulait voir ses engins voler de ses propres yeux. Août 1945, Freeman Field, Indiana. Le capitaine Robert Strobel, pilote d'essai avec 2300 heures de vol, est monté dans un Me 262 capturé. Le premier pilote américain à faire voler un jet allemand sur le sol des États-Unis. Le décollage fut violent. Les turbines ont mis 90 secondes pour atteindre leur puissance maximale. L'avion a accéléré comme rien de ce que Strobel avait jamais ressenti. La vitesse a dépassé les 850 km/h en vol palier. Strobel a écrit dans son rapport: « Cet appareil a 5 ans d'avance sur tout ce que nous avons. Ce qui a choqué les ingénieurs américains, ce n'était pas la vitesse, c'était la métallurgie. Les turbines allemandes fonctionnaient à 900 degrés Celsius. Aucun moteur américain ne supportait la moitié de cela. Les alliages d'acier développés par Krupp étaient supérieurs, les systèmes de combustion plus efficaces. Les données de ces vols ont directement influencé la conception du F-86 Sabre, le premier chasseur à réaction réussie des États-Unis. Pendant ce temps, bien plus à l'Est, Staline ne voulait pas seulement les jets. Il voulait les cerveaux derrière ces machines, les plans, la chaîne de production entière. Juin 1945, l'usine complète de Junkers à Dessau a été démontée pièce par pièce. Tours industrielles, presses hydrauliques, matrices de forgeage. Tout a été chargé dans des trains de marchandises à destination de l'Union soviétique. Mais ce que Staline voulait vraiment se trouvait dans des bureaux, pas dans des hangars. Les esprits qui ont conçu les jets, plus de 2000 spécialistes allemands de l'aviation, ont été invités dans les bureaux de conception soviétiques. L'invitation n'était pas facultative. L'ingénieur Brunolf Bade, spécialiste de l'aérodynamique à haute vitesse, était l'un d'eux. Bade avait travaillé sur le projet Focke-Wulf Ta-183, un chasseur à réaction à aile en flèche qui n'est jamais entré en production.
Les Soviétiques voulaient tout savoir. Chaque calcul, chaque test en soufflerie, chaque défaut de conception. Les Soviétiques n'ont pas fait de rétro-ingénierie sur le Me-262. Ils l'ont amélioré. En 1947, le MiG-15 arbore une aile en flèche directement inspirée des plans du Ta-183 capturés. Le turboréacteur reprend la conception allemande du Jumo 004, mais affiné avec des alliages soviétiques. Le résultat, le meilleur chasseur soviétique de la guerre de Corée, édifié sur les fondations techniques d'Hitler. Mai 1945, base aérienne de Sola en Norvège. La Royal Air Force capture un Arado AR-234 intact, le premier bombardier à réaction du monde. L'avion est transporté à Farnborough en juillet 1945. Le pilote d'essai de la RAF, l'officier Eric Brown, pilote 23 types différents de jets allemands. Brown écrit dans ses mémoires « Le Me-163 était l'avion le plus dangereux que j'ai jamais piloté. Une fusée habitée brûlant du peroxyde d'hydrogène concentré. 30 minutes d'autonomie. Vitesse maximale, 960 km/h. Un taux de montée qui provoquait l'évanouissement des pilotes. Mais la découverte la plus stupéfiante pour les Britanniques ne s'est pas déroulée en Allemagne. C'était dans les Alpes autrichiennes. 1946. Les services de renseignement britanniques dénichaient Sism 262 scellés dans une mine. Des habitants locaux les avaient dissimulés aux nazis et aux alliés pendant plusieurs mois. Les avions étaient intacts, moteurs préservés. Systèmes hydrauliques opérationnels. Ces avions reposent désormais dans des musées. Leur découverte était restée classée secret défense pendant 3 décennies. Aujourd'hui, en 2024. Où sont ces appareils maintenant? Le Smithsonian possède un Mi-262 et un AR-234. Le musée de la RAF à Cosford expose un Mi-163. Le Deutsches Museum de Munich détient une réplique du Horten O-229. Des collectionneurs privés ont restauré 4 ou 5 répliques volantes du Me-262. Certains jets n'ont jamais réapparu. Et là, l'histoire prend une tournure troublante. Au moins 12 Me-262 restent introuvables dans les registres officiels. Les théories vont de l'immersion dans des lacs autrichiens à la contrebande vers l'Argentine via des sous-marins. Les historiens rejettent la plupart des allégations, mais les recherches par sonar dans le lac Toplitz continuent de trouver quelque chose. En 2002, Texas Legends a construit 5 répliques volantes du Me-262 utilisant des moteurs Jumo 004 d'origine. 2006. Un Mi-262 de 1945 a volé à nouveau. Les pilotes qui l'ont piloté ont dit la même chose. C'est une machine à remonter le temps. Mais le véritable héritage n'est pas dans les musées. Il est dans chaque jet que vous voyez aujourd'hui. Ces jets secrets n'ont pas seulement mis fin à la guerre. Ils ont lancé l'ère des jets. Nous avons trouvé les jets, retracé leur parcours à travers 3 continents et 40 ans de guerre froide. Maintenant, la question finale. Que nous ont-ils appris? Les études d'ingénierie aéronautique du MIT de 1946 citent des données allemandes 127 fois. 127. Ce ne sont pas des références occasionnelles. Ce sont des fondations. Et tout ce que vous êtes sur le point d'apprendre est lié aux aéronefs qui volent aujourd'hui, en ce moment même, au-dessus de votre tête. Car l'héritage des jets d'Hitler n'est pas dans les musées. Il est dans chaque chasseur à aile en flèche qui a jamais volé. Les données de soufflerie allemande, collectées entre 1935 et 1944, ont confirmé l'avantage de l'aile en flèche. Les Allemands n'ont pas inventé l'idée, ils l'ont prouvé. 45 degrés de flèche réduisèrent la traînée de 30% aux vitesses transoniques. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique appliquée, mesurée, documentée. Adolf Bußmann, ingénieur chez Messerschmitt, a découvert cela en 1935. Il a présenté les données lors d'une conférence internationale. Personne n'y a prêté attention, Allemands inclus. Il a fallu 10 ans pour que quelqu'un construise vraiment sur cette base, et quand ils l'ont fait, cela a tout changé. En 1947, 2 ans après la guerre, le F-86 Sabre américain, tout comme le MiG-15 soviétique, adoptent une voilure en flèche de 35 degrés. Même angle, même principe. Tous deux basés sur les plans du Ta-183 capturés en 1945. Kelly Johnson, ingénieur en chef chez Lockheed, l'a admis publiquement. Nous avons plus appris des données allemandes que de 10 ans de nos propres essais. Kelly Johnson, l'homme qui a conçu le SR-71 Blackbird.
Il n'exagérait pas. Et le ratio de victoire du F-86 en Corée? 10-1. 10 MiG abattus pour chaque sabre perdu. Tout ça grâce à une conception capturée en 1945. Mais il n'y avait pas que les ailes, il y avait les moteurs. Le moteur Jumo 004, développé en 1942, utilisait un compresseur à flux axial. Une conception révolutionnaire pour l'époque. Les Britanniques ont eu les moteurs à réaction en premier, Frank Whittle 1937. Mais les Allemands les ont rendus pratiques. Ils les ont rendus opérationnels sous la pression des combats. Le Jumo 004 fonctionnait 25 heures avant de tomber en panne. 25 heures. Cela semble pathétique selon les normes modernes. Mais en 1942, c'était un miracle d'ingénierie. En 1950, les moteurs américains tournaient 1000 heures. 1000. Principe allemand. Fabrication américaine. C'est ça, la formule. Un ingénieur de Pratt & Whitney a déclaré dans une interview de 1953 « Nous n'avons pas copié le Jumo, nous l'avons perfectionné. » Perfectionner n'est pas voler, c'est évoluer. Et chaque moteur à réaction moderne utilise des compresseurs à flux axial. C'est de l'ADN allemand. Et puis il y a la furtivité, le mot que personne ne s'attendrait à relier à 1945. Le Horten O229 utilisait du bois imprégné de carbone, un matériau absorbant les ondes radar. Ce n'était pas de la science-fiction, c'était de l'ingénierie appliquée. Les frères Horten savaient que réduire la signature radar augmenterait la survie. Alors, ils ont construit avec des matériaux qui absorbaient les ondes radar. Des ingénieurs de Northrop ont étudié l'épave du O229 au Musée national de l'air et de l'espace dans les années 1950. Ils l'ont étudiée, mesurée, analysée. A-t-elle influencé le B-2? Officiellement, non. Officieusement, une géométrie d'aile identique. O229 en 1944, B-2 Spirit en 1989, 45 ans d'écart. Même philosophie d'aile volante, même réduction de signature radar. Coïncidence? À vous de juger. Mais le transfert de connaissances n'était pas seulement mécanique, il était humain. L'opération Paperclip a accueilli 1600 scientifiques allemands aux États-Unis entre 1945 et 1959. Certains étaient des visionnaires, d'autres étaient des criminels de guerre présumés. Tous se sont avérés utiles. Woldemar Voigt, ingénieur de Messerschmitt, intègre Bell Aircraft. Il conçoit le X-5, le premier chasseur à géométrie variable. Cette même technologie équipera plus tard le F-111 et le F-14 Tomcat. Voigt n'a pas inventé le concept, il l'a concrétisé. Le prix moral de ce transfert technologique alimente toujours les débats. Des hommes ayant construit des armes pour un régime génocidaire ont reçu la citoyenneté américaine et des carrières prestigieuses. L'histoire est inconfortable à cet égard. Mais on ne peut nier l'impact. Les ingénieurs qui ont construit les jets d'Hitler ont conçu l'ère spatiale de l'Amérique. Alors qu'est-il arrivé aux jets secrets d'Hitler? Ils sont devenus les jets de tout le monde. 16 saisis par les États-Unis, des dizaines par l'URSS, 6 retrouvés dans les Alpes autrichiennes, 12 demeurent introuvables, et chaque chasseur à voilure en flèche, chaque moteur à compression axiale, chaque appareil furtif. Leur généalogie remonte à 1945 en Allemagne. Le pilote de Me-262 qui s'est rendu aux Américains en mai 1945 a vécu assez longtemps pour voir un F-22 Raptor. Il a dit dans une interview de 2003 « C'est nous qui avons commencé ça ». Il avait raison. Le Me-262 était le concept. Le F-22 est l'évolution. 60 ans de raffinement. La même idée centrale. Les ingénieurs aéronautiques d'aujourd'hui étudient encore la recherche aérodynamique de Messerschmitt. Pas par nostalgie, par nécessité. Parce que ces ingénieurs allemands, travaillant sous les bombardements, avec des ressources limitées et le temps qui pressait, ont résolu des problèmes qui sont toujours d'actualité. Et ces 12 Me-262 disparus. Les expéditions dans le lac Toplitz continuent. Eau profonde, boue épaisse, mines terrestres de l'époque de la guerre encore actives sur les rives. Peut-être qu'un jour, un plongeur en trouvera un. Peut-être qu'ils sont perdus à jamais. Les jets ne sont plus secrets, mais leur histoire complète ne sera peut-être jamais racontée. Si vous voulez voir ces jets en personne, voici où ils se trouvent. Le Musée national de l'US Air Force à Dayton, dans l'Ohio,
possède un Me-262 restauré. Le Musée des sciences de Londres en a un autre. Le Deutsche Museum de Munich possède le Comet. Et le Smithsonian à Washington DC a l'Aradoar 234, le bombardier à réaction que presque personne ne connaît. Prochaine vidéo. Nous avons trouvé le sous-marin secret qui a failli changer la Seconde Guerre mondiale. Même schéma. Capture, exploration, impact moderne. La technologie que les nazis ont développée sous l'eau a influencé les sous-marins nucléaires des décennies plus tard. Ces jets ont été construits par des ingénieurs désespérés dans un régime en effondrement. Ils ont survécu au Reich, à la guerre froide et à leurs créateurs. C'est le pouvoir de l'innovation. Elle transcende ses origines. Le futur n'a pas été volé à l'Allemagne de 1945. Il a été appris d'elle. Et quelque part dans les profondeurs d'un lac alpin, Sam 262 attend peut-être toujours d'être découvert.